L'argent est le meilleur conducteur d'électricité au monde, surpassant à la fois le cuivre et l'or. Chaque année, plus de 25 000 tonnes d'argent sont extraites dans le monde, mais au lieu de finir dans les bijouteries, la majeure partie alimente le monde moderne. Dans les puces électroniques, les panneaux solaires, les instruments chirurgicaux et bien plus encore. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment l'argent prend vraiment vie? Derrière chaque milligramme d'argent se cache un parcours industriel étonnamment complexe et exigeant. Du minerai brut enfoui profondément sous terre, l'argent traverse une série méticuleuse d'étapes. Concassage, séparation, lixiviation chimique, précipitation, électroraffinage, et enfin mise en forme sous des formes utilisables. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons à l'intérieur du processus moderne de fabrication de l'argent, des mines profondes aux fonderies high-tech, des barres de métal brut aux matériaux polis qui alimentent notre technologie et touchent la vie quotidienne. L'argent n'est pas qu'un métal, c'est une partie du long voyage du progrès humain. Extrait depuis plus de 6000 ans, l'argent fut autrefois utilisé comme monnaie, symbole de religion, et aujourd'hui, il est devenu une fondation essentielle de l'industrie électronique moderne. Au-delà de sa valeur matérielle, l'argent est un guerrier silencieux dans la lutte contre les bactéries. Des études montrent que les ions d'argent peuvent tuer plus de 650 types de bactéries et champignons, y compris les souches résistantes aux médicaments. Même en quantités infimes, l'argent peut décomposer les membranes cellulaires et empêcher les micro-organismes de se multiplier. Grâce à ses puissantes propriétés antibactériennes, l'argent est largement utilisé dans le domaine de la santé, des pansements antiseptiques aux équipements chirurgicaux. Avec la plus haute conductivité électrique et réflectivité de la lumière de tout élément naturel, l'argent joue un rôle central dans le monde de la technologie. Dans l'électronique, il est utilisé pour créer des circuits imprimés, connecter des puces et transmettre des signaux à la vitesse de l'éclair. Dans les énergies renouvelables, c'est un composant irremplaçable dans les panneaux solaires, où chaque électron doit se déplacer avec précision et efficacité. Dans les mines industrielles à grande échelle, le processus d'extraction commence par l'expansion de tunnels souterrains, un réseau creusé à travers le socle rocheux à l'aide de foreuses rotatives spécialisées. Ces machines sont capables de pénétrer la roche dure avec une grande précision, étendant des milliers de mètres de tunnels chaque mois. La tête de forage presse contre la surface rocheuse, tournant à haute vitesse, rasant progressivement les couches géologiques comme une lame mécanique géante. Un système hydraulique permet au bras de forage d'ajuster sa direction, levant, abaissant ou inclinant, pour suivre le terrain à l'intérieur de la mine. Une fois que le forage exploratoire identifie les zones riches en minerais, les travailleurs percent des trous et les chargent d'explosifs industriels. Chaque explosion est soigneusement calibrée, suffisamment forte pour séparer le minerai de la roche environnante, mais contrôlée pour préserver l'intégrité de la structure de la mine. La roche explosée est collectée par des camions lourds et transportée via des ascenseurs ou des tapis roulants vers la surface. Chaque étape du processus d'extraction, du forage et de l'explosion au transport, est surveillée en temps réel depuis une salle de contrôle centrale. Une fois transporté à la surface, le minerai d'argent entre dans sa première étape de traitement, le concassage primaire. Visuellement, il ne semble pas différent des roches ordinaires, rugueux, lourds et informes. Mais pour extraire la valeur cachée à l'intérieur, toute la masse doit être standardisée en taille. C'est ici qu'intervient le concasseur à mâchoire. Il se compose de deux plaques en acier au manganèse haute résistance, l'une fixe, l'autre mobile, fonctionnant comme une mâchoire mécanique qui comprime le minerai entre leurs surfaces striées. L'action de concassage brise la structure rocheuse en fragments plus petits. Les rainures profondes sur les plaques sont spécifiquement conçues pour contrôler le taux de brisure et empêcher la formation de particules trop fines qui pourraient conduire à une perte de minéraux précieux. Le système fonctionne presque entièrement automatiquement. Des capteurs intégrés surveillent en continu la vitesse de rotation, la pression de concassage, la température et la charge en temps réel. L'objectif est de maintenir une plage entre 20 et 100 mm, suffisamment petite pour un traitement ultérieur, mais suffisamment grande pour retenir autant de teneur en argent que possible. Après avoir quitté la station de concassage primaire, le minerai d'argent passe à un système plus raffiné, le broyage fin. Au cœur de ce système se trouve le broyeur à boulet, un cylindre horizontal massif en acier rempli de centaines de billes en acier inoxydable durci. Lorsque le cylindre tourne à une vitesse contrôlée, les billes commencent à se déplacer de manière chaotique, entrant en collision les unes avec les autres et avec le minerai à l'intérieur. Ces impacts répétés génèrent des forces abrasives intenses. Aucun fragment grossier ne reste. Ce qui sort est une poudre fine avec des particules plus petites que des grains de sucre. Chaque paramètre, de la vitesse de rotation au rapport billes-matériaux en passant par la quantité précise d'eau ajoutée, est continuellement surveillé et ajusté par un système de contrôle central en temps réel.
Une fois que le minerai atteint le niveau de finesse souhaité, le mélange est transféré au système de flottation, l'une des méthodes de séparation des minéraux les plus avancées en métallurgie moderne. Ici, la boue de poudre minérale et d'eau est dirigée dans de grands réservoirs d'agitation. Dans le mouvement tourbillonnant continu, une petite quantité de réactif, typiquement du xanthate ou un composé à base de soufre, est ajoutée pour rendre les particules d'argent hydrophobes. En même temps, des millions de bulles d'air microscopiques sont injectées depuis le fond du réservoir. Les particules d'argent attachées aux bulles montent progressivement à la surface et forment une couche épaisse de mousse riche en minéraux. Cette mousse est délicatement écumée et envoyée pour un traitement ultérieur. Pendant ce temps, l'argile, les débris de roche et les impuretés non réactives coulent au fond et sont emportés par un flux séparé. Après la flottation, le mélange résultant est une boue minérale riche en argent qui contient encore une quantité importante d'eau. Pour éliminer le liquide excédentaire, la boue est dirigée dans de grands réservoirs de décantation où la gravité prend le relais de la machinerie. Les particules minérales plus lourdes coulent progressivement au fond, formant une couche de boue épaisse, tandis que l'eau plus claire monte au sommet et est récupérée pour réutilisation. La boue concentrée au fond, maintenant avec une texture similaire à de la crème épaisse, est pompée dans des réservoirs de stockage temporaires, prête pour l'étape suivante, la fusion préliminaire. Après avoir quitté le système de flottation, la mousse riche en argent est collectée, épaissie en une boue dense, et transférée à l'étape de fusion préliminaire, où le feu et le métal commencent à interagir. Le lot entier est introduit dans un four spécialisé fonctionnant à des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. Le four, en forme de creuset arrondi, est tapissé de matériaux réfractaires haute température capables de résister aux fluctuations soudaines de chaleur et de pression. Une fois le couvercle scellé, le mélange subit une purification par le feu. Au fur et à mesure que la température monte progressivement, les couches minérales commencent à fondre. Les métaux plus réactifs, tels que le plomb et le zinc, s'oxydent et montent à la surface sous forme de scories. L'argent, étant plus dense et plus stable, coule au fond, formant une couche précieuse semblable à un sédiment. Tout le processus est surveillé par des capteurs thermiques et de pression. Si le four est trop froid, l'argent ne se séparera pas complètement. S'il est surchauffé, il y a un risque élevé de combustion des scories et de perte de métal. Sous forme de barre, l'argent semble complet, solide, lourd et bien défini en forme. Mais à l'intérieur, il n'a toujours pas atteint le niveau de pureté exigé par l'industrie moderne. C'est ici que le raffinage prend le relais, un processus plus silencieux, mais qui nécessite une précision à l'échelle atomique. À l'installation de raffinage, l'argent impur est fondu à nouveau dans un four à induction moderne. La température et le courant électrique sont étroitement contrôlés. Tout le fonctionnement se déroule dans un système en boucle fermée, équipé de refroidissement à recirculation et de capteurs qui surveillent en continu le courant, la tension et le taux de cristallisation. Sous l'influence du courant électrique, l'argent quitte l'anode, se dissout dans la solution et cristallise progressivement sur la cathode, maintenant pure, uniforme et exempte d'éléments indésirables. Les métaux tels que le cuivre, le plomb et le zinc se déposent au fond sous forme de boue anodique. Après plusieurs heures de fonctionnement, une épaisse couche d'argent raffiné se forme sur la cathode. Encore sous forme liquide, l'argent est versé dans des moules en acier rectangulaire, chacun préparé comme un emplacement prédéfini façonnant son destin. Cela marque le début de la transformation du métal fondu en forme solide, atteignant généralement un niveau de pureté entre 85% et 95%. L'argent s'écoule de manière régulière et fluide dans les moules, sa surface ondulant comme du mercure commençant à se fixer. Le contrôle de la température à ce stade est critique pour éviter les chocs thermiques, les fissures ou la formation de bulles de gaz interne. Chaque barre d'argent brut pèse généralement entre 25 et 30 kg et contient encore de petites quantités d'autres métaux tels que le cuivre, le plomb ou l'or. C'est le moment où l'argent prend sa forme définitive. Ce n'est plus du minerai, plus de la boue minérale, mais une entité métallique solide. Sous une fine couche de poussière métallique dans le petit atelier, des barres d'argent raffinées, apparemment complètes, commencent un nouveau voyage. Chaque barre d'argent est refondue dans un four à petite échelle, typiquement alimenté au charbon de bois ou au gaz. L'argent scintillant est ensuite versé dans des moules simples, tiges, fils ou parfois plaques minces. À partir de ces ébauches, l'artisan commence le processus de façonnage. Les feuilles d'argent sont amincies par des rouleaux à manivelle, passées à travers de manière répétée comme de la pâte étant aplatie jusqu'à ce que l'épaisseur désirée soit atteinte. Le fil est tiré à travers une série de filières en cuivre avec des ouvertures progressivement plus petites, comme filer du fil, seulement avec du métal. Pour des composants comme des bagues, des bracelets ou des pendentifs, l'artisan commence à plier et façonner,
Un processus guidé non pas strictement par des mesures, mais par une sensation de tension et des années d'expérience. Une fois la forme établie, la pièce passe à la finition, ponçage, polissage, parfois gravure ou marquage. Le détail final est souvent ce que l'artisan approche le plus soigneusement. Graver des noms, sertir des pierres, sculpter à la main des motifs. Chaque coupe est un engagement, irréversible, non reproductible. L'argent dans cette phase n'est pas façonné par des machines complexes, mais par la stabilité de mains qualifiées. Le voyage de l'argent est un mélange de technologie industrielle et de maîtrise artisanale. Du minerai anonyme à la barre raffinée, du matériau conducteur au bijou personnalisé, chaque étape reflète le travail, la technique et le respect consacrés à ce métal apparemment familier. Et maintenant laissez-moi vous poser une vraie question qui dérange. Est-ce normal qu'un métal indispensable à la médecine, à l'énergie et à l'électronique soit extrait au prix de pollution massive et de conditions minières extrêmes? Parce qu'au final, sans argent le monde moderne s'arrête. Alors progrès indispensable ou dépendance toxique que l'on refuse de remettre en question? Le débat est ouvert en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Comment des milliers de lingots d'or voient-ils le jour dans une usine? L'or, ce métal précieux par excellence, est un symbole intemporel de richesse, de puissance et d'élégance. Du minerai brut aux barres étincelantes, le parcours de transformation est bien plus complexe et périlleux qu'il n'y paraît. Depuis leur découverte il y a plusieurs millénaires, les méthodes d'affinage et de fabrication de lingots n'ont cessé d'évoluer et de se perfectionner. Autrefois, on utilisait des techniques rudimentaires basées sur la fonte et le moulage. Aujourd'hui, la technologie moderne a permis d'atteindre des niveaux de pureté et de précision jamais égalés. Fascinant les hommes depuis plus de 5000 ans, l'or occupait une place sacrée chez les Égyptiens qui le considéraient comme la chair divine, tandis que l'Empire romain en faisait un étendard de puissance en frappant ses monnaies. Cependant, la notion de lingot standardisé tel que nous le connaissons actuellement n'est apparue qu'entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, lorsque les gouvernements et les banques centrales décidèrent de conserver leurs réserves sous forme de barres d'or uniformes. Un lingot, ou barre d'or, désigne une masse d'or raffinée fabriquée selon des formes et caractéristiques précises. Sa production se déroule dans un cadre strict où chaque détail, de l'étiquetage à l'enregistrement, est minutieusement contrôlé. C'est notamment la London Bullion Market Association qui fixe les règles garantissant que chaque barre respecte des critères rigoureux en matière de poids, de dimension et de pureté. Mais alors, comment fabrique-t-on concrètement un lingot d'or? Le processus est extrêmement sophistiqué et requiert à la fois des équipements de pointe, une expertise chimique avancée et un savoir-faire technique de haut niveau, afin de transformer le minerai brut en barres éclatantes. Tout commence par l'extraction. L'or est enfoui dans la croûte terrestre, souvent mêlé à du quartz ou à divers sulfures. La méthode d'extraction dépend de la nature et de la profondeur du gisement. L'exploitation à ciel ouvert est privilégiée pour les gisements proches de la surface. Elle consiste à retirer d'épaisses couches de terre et de roches, appelées mortérins, afin de mettre à nu le minerai aurifère. De gigantesques engins, tels que des excavatrices hydrauliques et de puissants camions de transport, assurent l'extraction et l'acheminement de quantités impressionnantes de matériaux. Une fois extraits, les minerais sont transportés, soit par camion, soit par convoyeur, vers les sites de traitement. Ces opérations minières à ciel ouvert atteignent des échelles colossales. Certaines exploitations déplacent plusieurs tonnes de minerais chaque jour. La sécurité exige des études géologiques poussées et une surveillance continue pour garantir la stabilité des carrières. Cette méthode offre des rendements élevés, idéales pour les gisements superficiels. L'exploitation souterraine, quant à elle, est employée pour atteindre les filons plus profonds. Elle consiste à creuser des puits verticaux et des galeries permettant de suivre les veines d'or. Des techniques comme le forage ou le dynamitage brisent la roche, qui est ensuite transportée vers la surface à l'aide de bennes ou de systèmes de convoyage. Dans ce type de mine, la sécurité est capitale. Capteurs sismiques, soutènement renforcés et systèmes de ventilation protègent les travailleurs contre les effondrements ou incidents. Une fois extrait, le minerai est immédiatement concassé afin de réduire sa taille et d'en faciliter le transport vers l'usine. Vient alors le concassage et le broyage. Le minerai brut doit être préparé avant d'entamer les étapes d'extraction. Dans un premier temps, des concasseurs à mâchoire ou giratoires réduisent les blocs de roche en fragments plus maniables. Cette phase, souvent en 2 temps,
divise d'abord le minerai en morceaux comparables à du gravier, avant qu'un concassage secondaire ne réduise davantage la taille pour le rendre apte au broyage. Le broyage, réalisé dans d'énormes broyeurs à boulets ou semi-autogènes SAG, pulvérise le minerai en une fine poudre. Les lourdes billes ou barres d'acier tournant dans ces machines brisent la roche par énergie cinétique. Pour améliorer le processus, on ajoute de l'eau, créant une pulpe fluide. Des capteurs sophistiqués assurent le contrôle en continu de la granulométrie, optimisant la consommation d'énergie et maximisant la récupération de l'or. Ensuite intervient la séparation et la concentration. Cette étape vise à isoler l'or des minéraux inutiles. Plusieurs techniques sont employées. La séparation gravimétrique repose sur la densité élevée de l'or, ce qui le distingue des particules plus légères. Des tables à secousses et concentrateurs à spirale séparent ainsi les éléments lourds des déchets. Très efficace pour les particules grossières, cette méthode devient moins performante pour l'or très fin, nécessitant des procédés complémentaires. La flottation est une méthode plus avancée. Elle consiste à introduire des réactifs chimiques qui rendent l'or hydrophobe. Une injection de bulles d'air entraîne alors l'or à la surface, fixé sur l'écume, où il est récupéré. Ce procédé, hautement dépendant de la chimie, assure un excellent rendement pour l'or microscopique. La cyanuration, de son côté, est l'une des techniques les plus répandues. En mélangeant la pulpe de minerai avec une solution de cyanure, l'or forme un composé soluble. On le récupère ensuite par précipitation, grâce à du zinc en poudre ou du charbon actif, produisant un concentré riche en or. Une fois ce concentré obtenu, il passe à l'étape de la fonte et de l'affinage. Porté à plus de 1200 degrés Celsius dans des fours spécialisés, le concentré est fondu avec des fondants comme le borax, qui piègent les impuretés sous forme de scories. L'or fondu, désormais séparé des déchets, est coulé dans des moules pour former des barres semi-pures. L'affinage final permet d'atteindre une pureté exceptionnelle. Deux procédés dominent, l'électrolyse et l'eau régale. L'électrolyse dissout l'or dans une solution de chlorure d'or, le redéposant sous forme pure sur des cathodes. L'eau régale, mélange d'acide nitrique et chlorhydrique, dissout l'or avant qu'il ne soit filtré et refondu. Ces méthodes aboutissent à un or de 99,99% de pureté, conforme aux standards mondiaux. L'or purifié est ensuite refondu dans des fours à induction, puis coulé dans des moules calibrés selon les normes internationales, notamment la barre London Good Delivery. Le refroidissement est assuré par immersion dans l'eau ou exposition à l'air, garantissant une solidification parfaite. De plus en plus d'usines utilisent la robotisation pour manipuler les moules brûlants, réduisant les risques et améliorant la productivité. Après démoulage, chaque barre est soigneusement inspectée pour repérer toute imperfection. Suit alors le façonnage et la gravure. Des machines automatisées corrigent les excès de matière et polissent les contours. Ensuite, une gravure au laser inscrit les informations clés: poids, pureté, logo de la raffinerie et numéro de série. Certains lingots comportent même des microgravures invisibles à l'œil nu, servant de protection contre la contrefaçon. Chaque lingot subit un contrôle qualité rigoureux. Des analyses par fluorescence X ou spectrométrie vérifient la pureté, tandis que des outils de mesure numérique contrôlent les dimensions. Les barres conformes sont emballées sous scellés inviolables et accompagnées d'un certificat d'authenticité. Ainsi, chaque lingot sortant de l'usine est une pièce d'ingénierie et de savoir-faire prête à intégrer les coffres, les réserves ou les portefeuilles d'investisseurs du monde entier. Mais ces usines, au-delà de leur image de prospérité, sont aussi des lieux à haut risque. D'immenses quantités d'or attirent la convoitise et la sécurité y est maximale. Gardes armés, caméras, coffres-forts ultra renforcés et contrôles biométriques filtrent chaque employé. Les transports se font par véhicules blindés escortés, équipés de GPS et de protections avancées. En parallèle, le danger est omniprésent pour les travailleurs. Chaleur extrême des fours, produits chimiques toxiques, machines titanesques capables de causer des accidents graves. Chaque geste doit être exécuté avec une précision millimétrée. Mais attention, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Dans le monde moderne, le cuivre est un véritable protagoniste. Il est présent dans nos téléphones portables, dans les voitures électriques, dans les canalisations de nos maisons et dans les vastes réseaux électriques qui alimentent des villes entières. Sa polyvalence, sa conductivité et sa résistance en font l'un des métaux les plus essentiels pour notre société. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où il provient? Le voyage du cuivre est une véritable histoire d'ingénierie, de géologie et de chimie. Une saga qui commence dans les profondeurs de la Terre et qui s'achève dans les produits que nous utilisons chaque jour.
Plongeons dans cet univers fascinant pour découvrir comment la roche brute est transformée en un métal d'une valeur inestimable. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs de chaleur et d'électricité. Il offre une résistance exceptionnelle à la corrosion. Extrêmement flexible et malléable, il peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés. On le trouve dans la croûte terrestre, plus précisément dans les couches superficielles composées principalement de roches sédimentaires. Son extraction est un processus complexe qui comporte plusieurs étapes. La première consiste à identifier des zones présentant un fort potentiel de dépôt de minerais de cuivre. Cela nécessite des études géologiques, l'analyse d'échantillons et l'utilisation de techniques de prospection afin de localiser des gisements exploitables économiquement. Lorsqu'un gisement est découvert, tout doit être préparé pour l'extraction. Mais avant d'accéder aux précieux minerais, il est nécessaire de retirer d'énormes couches de matériaux stériles. Dans certaines zones, le dépôt minéral peut atteindre jusqu'à 100 mètres de profondeur, ce qui exige l'utilisation de machines colossales et de tonnes d'explosifs. Pour extraire la roche contenant le cuivre, on utilise de gigantesques foreuses capables de percer environ 130 trous, appelés trous de mine, d'une profondeur d'au moins 16 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Dans chaque trou, on introduit un mélange puissant de nitrate d'ammonium et de carburant, complété par une certaine quantité d'un explosif hautement énergétique appelé ampho. Une fois le tout inséré, le trou est rebouché avec du matériau stérile. Depuis une zone sécurisée, un opérateur déclenche les charges, provoquant une série d'explosions parfaitement synchronisées. Chaque détonation est si puissante qu'elle pourrait faire s'effondrer un bâtiment entier. L'intervalle entre deux détonations est d'à peine 2 millisecondes. Ce schéma de détonation a été spécialement conçu pour fragmenter le plus de roches possible contenant du cuivre, tout en minimisant la dispersion des matériaux et la formation excessive de poussière. Une fois la roche fragmentée, commence le processus de chargement du minerai. D'immenses engins soulèvent les blocs de roche avec leurs gigantesques godets et les déversent dans d'énormes camions de transport minier. Pour obtenir une seule tonne de cuivre pur, il faut extraire près de 200 tonnes de minerai. Les pelles hydrauliques peuvent soulever jusqu'à 80 tonnes de roche en une seule fois. Pourtant, cette roche ne contient généralement que moins de 0,5% de cuivre. Les camions, hauts de près de 7 mètres, sont capables de transporter jusqu'à 400 tonnes de charge. Comme les mines à ciel ouvert couvrent des superficies gigantesques, leur exploitation est surveillée et gérée depuis un centre de contrôle semblable à une tour de contrôle d'aéroport, d'où les ingénieurs peuvent observer en temps réel toutes les opérations au sol. Mais alors, comment cette roche brute se transforme-t-elle en l'un des métaux les plus utilisés au monde? La libération du cuivre dépend de la nature du minerai. S'il est de type oxydé ou sulfuré, les procédés diffèrent. Dans le cas des minerais oxydés, les roches extraites sont empilées dans des zones spéciales appelées aires de lixiviation. Là, elles sont arrosées en continu avec une solution diluée d'acide sulfurique. Pendant plusieurs semaines, cette solution s'infiltre lentement à travers les roches, dissolvant progressivement le cuivre qu'elles contiennent. Le liquide chargé en ions de cuivre est ensuite collecté dans des bassins et acheminé vers l'usine de traitement. Dans des canaux spéciaux, la solution de cuivre entre en contact avec un réactif organique qui lui permet de flotter en surface. Ensuite, on ajoute une solution acide qui augmente la concentration du cuivre et le rend électriquement conducteur. Ce liquide est alors transféré dans une série de grands réservoirs contenant de fines plaques de cuivre appelées cathodes. Une fois qu'un courant électrique est appliqué, les ions de cuivre commencent à se déposer progressivement sur les cathodes. En seulement 10 jours, chaque plaque atteint une épaisseur d'environ 2,5 cm. À ce stade, la pureté du cuivre est proche de 100%, ce qui est indispensable pour son utilisation dans la fabrication de produits électriques. L'extraction à partir de minerais sulfurés, en revanche, est bien plus complexe. Tout commence dans un gigantesque tambour appelé broyeur. À l'intérieur, d'énormes billes d'acier broient les roches humides en fragments plus petits. Le matériau broyé passe ensuite sur un tapis perforé qui laisse passer les morceaux fins, tandis que les plus gros sont renvoyés au broyeur pour un nouveau cycle. Une fois la roche réduite en poudre, on y ajoute des produits chimiques qui enrobent les particules de cuivre, ainsi qu'un agent moussant. Cette boue minérale est ensuite envoyée dans des cuves de flottation où des bulles d'air entraînent les particules de cuivre vers la surface. Cette mousse riche en cuivre est recueillie et filtrée pour obtenir un concentré dont la pureté atteint au moins 30%. L'étape suivante se déroule dans l'usine de fusion. Le concentré est transporté par train jusqu'à d'immenses dépôts où il est mélangé en couches avec du sable de silice, appelé fondant, qui aide à éliminer les impuretés pendant la fusion. Soumise à des températures extrêmes, la charge se transforme en un liquide en fusion. La scorie, constituée de fer et d'autres minéraux, flotte à la surface tandis que le cuivre s'accumule au fond. À ce stade, sa pureté atteint environ 60%.
Il passe ensuite dans un second four où son taux de pureté grimpe à 98%. Les résidus en fusion sont évacués et se solidifient en formant des coulées incandescentes qui ressemblent à de la lave. Pendant ce temps, des grues transfèrent le cuivre liquide vers un autre four pour l'étape de purification finale. La pureté monte alors à 99% et le cuivre fondu est coulé dans de grands moules pour former de massives plaques rectangulaires appelées anodes. Ces plaques sont refroidies par jet d'eau, solidifiées, puis éjectées par des vérins hydrauliques. Elles sont ensuite nettoyées afin d'éliminer les résidus du démoulant et transportées vers une raffinerie, parfois située à des centaines de kilomètres. Dans la raffinerie, la pureté atteint son maximum. Les anodes sont immergées dans de grands réservoirs contenant une solution électrolytique et placées face à de fines lamelles métalliques appelées cathodes. Lorsqu'un courant électrique est appliqué, le cuivre pur se transfère des anodes vers les cathodes, tandis que les impuretés tombent au fond du réservoir. Le résultat est un cuivre d'une pureté quasi parfaite, prêt à être utilisé dans les applications électriques les plus exigeantes. Le cuivre raffiné est ensuite introduit dans un four vertical où il est de nouveau fondu. Le métal liquide est dirigé vers un moule qui produit de grands blocs rectangulaires d'environ 6 mètres de longueur. En sortant du moule, le cuivre est refroidi par jet d'eau et prend la forme d'une barre continue. Cette barre passe ensuite entre plusieurs rouleaux qui réduisent son diamètre. À la sortie, elle se transforme en un fil de cuivre d'environ 7 mm d'épaisseur. Ce fil est enroulé en spirale par une machine, puis compressé afin d'occuper moins d'espace lors du transport. Ces immenses bobines de cuivre pur sont ensuite prêtes à être transformées en fils conducteurs, capables de transporter l'électricité aux 4 coins du monde. Et voilà l'incroyable voyage du cuivre, de la roche brute jusqu'au conducteur électrique qui alimente nos vies modernes. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.